Un tout nouveau virus vient de faire son apparition sur les bourses américaines. On l'appelle déjà la fièvre vendeuse. Rassurez-vous, pour le moment, il ne touche qu'une certaine catégorie de la population. Il faut être milliardaire, capitaine d'industrie et titulaire d'un énorme portefeuille d'actions pour en ressentir les symptômes. Que se passe-t-il exactement outre-Atlantique pour que les dirigeants des plus grosses sociétés cotées au SP500 ou au Nasdaq vendent soudainement pour près de 63,5 milliards d'actions, dont 41 milliards sur le seul secteur de la tech en novembre? L'événement est tellement énorme que nous sommes allés regarder ça d'un peu plus près. Qui sont ces dirigeants? Quels sont leurs objectifs? Et serait-il quelque chose que nous ne savons pas? Avant de répondre à toutes ces questions, n'oubliez pas que le meilleur moyen de soutenir notre chaîne, c'est de vous abonner et de partager nos vidéos. Vous êtes tous les jours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre et ça nous va droit au cœur. Bienvenue sur Money Radar. Les milliardaires américains auraient-ils besoin d'argent à quelques semaines des fêtes? Il semble que oui, puisque selon un article paru le 9 décembre dernier dans le Financial Times, durant ce mois de novembre, ils ont soudain été pris d'une frénésie de vente et se sont débarrassés de leurs actions en masse. Les analystes savent que de tels mouvements sont fréquents en fin d'année pour se préparer aux échéances fiscales, mais les niveaux atteints en 2021 sont très inhabituels. C'est 50% de plus que l'année dernière, avec une très forte progression des valeurs technologiques. Le journal révèle aussi que 48 des plus hauts cadres américains ont cédé pour plus de 9 milliards de dollars d'actions. Et on relève aussi dans l'article les noms de nombreux insiders, ceux qui détiennent les titres de leur propre entreprise, comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, la famille Walton, propriétaire des magasins Walmart, ou encore Elon Musk. Le record de vente des insiders a été pulvérisé cette année. Et pour la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, c'est un très mauvais signal. Comme tout autre investisseur privé, un insider n'est pas obligé de fournir des explications à chacune de ses opérations boursières, mais certains en parlent plutôt librement comme Elon Musk. Si vous êtes abonné à sa page Twitter, vous n'avez pas pu rater le sondage qu'il a posté le 6 novembre dernier. Elon Musk a soumis au vote de ses abonnés la vente de 10% de ses actions Tesla, soit 21 milliards de dollars sur environ 127 milliards détenus. Avec une majorité de oui, les marchés n'ont pas manqué de réagir et le titre a dévissé de 7%. Le cours n'est toujours pas revenu à son niveau d'avant-sondage à l'heure où nous réalisons cette vidéo. Mais quelle mouche les pique? En réalité, il y a plusieurs explications au phénomène plus ou moins inquiétantes. D'abord et en premier lieu, les investisseurs américains vont prochainement devoir faire face à une réforme fiscale d'importance. Pour financer son plan de soutien autrement qu'avec de l'emprunt, l'administration Biden n'a pas d'autre choix que de créer un nouvel impôt sur le patrimoine, une sorte de taxe sur les plus-values latentes pour aller chercher l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire dans la poche des milliardaires. Cette nouvelle taxe ne toucherait que 0,0005% des Américains, les plus riches d'entre eux, ceux qui disposent d'au moins 1 milliard de dollars d'avoirs ou de 100 millions de dollars de revenus annuels. Elle permettrait de lever de 200 à 250 milliards de dollars par an, soit autour de 10% du montant total du plan de relance. Elle serait applicable au 1er janvier prochain, ce qui incite évidemment les propriétaires de gros portefeuilles à prendre leurs bénéfices dès maintenant. Selon le Financial Times, en vendant à temps, ils pourraient économiser 8 millions de dollars par tranche de 100 millions de plus-values liquidées. Elon Musk a indiqué vouloir se débarrasser d'une partie de ses actions parce qu'il estimait que le cours ne reflétait plus la valeur réelle de Tesla. Mais cette opération lui aura quand même permis d'économiser la bagatelle d'1,5 milliard de dollars d'impôts. Et ça motive. Même ceux qui n'avaient plus touché à leur portefeuille depuis longtemps, comme Larry Page, l'un des fondateurs de Google. Sa dernière opération boursière datait de 2017 et il s'est séparé en novembre de plus d'1,5 milliard de dollars de titres. Mais il n'y a pas que la phobie des taxes qui pousse les grands investisseurs à s'alléger de quelques milliards, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, le Congrès américain n'a pas validé cette nouvelle mesure qui s'annonce aussi très difficile à mettre en place. Alors, si ce n'est pas la peur de l'impôt, cette maladie fort répandue chez les privilégiés, quelles pourraient être les autres raisons qui poussent nos milliardaires à se séparer de leurs actions ? Certains, comme Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, qui font beaucoup parler d'eux en ce moment, sont évidemment à la recherche de capitaux pour financer leurs projets de conquête de l'univers, réels pour l'un et virtuels pour l'autre. Zuckerberg a par exemple vendu pour 4,5 milliards d'actions Facebook en 2021, une manne qui a permis à sa firme de changer de nom, de structure et de se lancer dans la conception de son propre métavers. Mais d'autres n'ont aucune raison apparente. Alors ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est que nous avons là tous les signes d'un mouvement d'anticipation, identique à celui que nous avons connu avant l'explosion de la bulle Internet. Les insiders et la plupart des investisseurs bien informés savent deux choses. D'abord que les marchés sont en surchauffe et la crise sanitaire a accentué ce phénomène.
En 5 ans, l'indice SP500 a bondi de 107% et grimpé de plus de 27% depuis le début de l'année. Les investisseurs savent que les cours boursiers sont déconnectés de la réalité économique depuis au moins 3 ans. Et c'est particulièrement sur le secteur des valeurs technologiques dont les perspectives deviennent tout de suite bien moins intéressantes. Ce n'est pas pour rien que les ventes de valeurs techno grimpent chez les insiders de plus de 30% en novembre. Ensuite, ce que savent aussi les insiders, c'est que la fête est finie. À présent que les marchés ont atteint des niveaux inégalés, il est temps pour eux de prendre leurs bénéfices et de partir chercher de l'or ailleurs. Si les marchés américains ont explosé ces 20 dernières années, c'est bien grâce à l'arrivée des investisseurs individuels. Or, ils sont menacés aujourd'hui par la situation économique, par une banque centrale qui parle de plus en plus de remonter ses taux et par la fin des mesures sociales mises en place pendant la crise. Le plan de soutien de Joe Biden, presque 2 000 milliards de dollars essentiellement destinés à soutenir la consommation, peine à trouver ses financements. Les petits investisseurs américains, boostés par les confinements l'année dernière, risquent d'avoir besoin de quitter en masse les marchés pour récupérer leur argent en cas de coup dur. Serait-ce donc la situation économique des États-Unis qui préoccuperait nos milliardaires ? Il est vrai que la nouvelle présidence a bien du mal à se préparer à la sortie de crise. Une sortie de crise qui prendra la forme de la suppression progressive des aides de la Banque centrale américaine, à l'heure où le pays, endetté à 104% de son PIB pour la première fois depuis les années 40, doit faire face à une forte crise inflationniste. Elle atteint 6,8% sur 12 mois en novembre et le pouvoir d'achat des Américains en souffre. Les analystes les plus pessimistes estiment que la fin des compléments d'aide sociale risque d'entraîner une contraction assez brutale de la demande. Et si nos insiders vendent jusqu'au titre de leur propre société, c'est qu'ils en sont eux-mêmes convaincus. Pourtant, nous le savons, ces ventes ne sont pas si exceptionnelles. Les raisons qui poussent les dirigeants actionnaires à vendre leurs titres ne sont pas forcément obscures et ne découlent pas toutes de délits d'initiés. Besoin de financer un nouveau projet grandiose ou de s'offrir une île déserte ou bien de payer une grosse facture, toutes les opérations boursières importantes des insiders ne riment pas forcément avec la fin de nos marchés financiers. Le souci, à l'heure où je vous parle, c'est qu'ils le font tous en même temps et au plus mauvais moment. Après avoir été largement alimentés par la création monétaire de ces dernières années, les marchés boursiers ont atteint des niveaux inédits, mais ont aujourd'hui un pied dans le vide. Ils ne doivent leur apparente bonne santé qu'au fil auquel ils sont suspendus, un fil qui les relie directement à la Fed. Jérôme Powell prend soin depuis des mois de préparer les agents économiques à la fin des mesures de soutien, ainsi qu'à une possible remontée des taux, mais l'histoire nous a déjà montré les effets d'une telle mesure sur l'économie américaine et, par contagion, sur l'économie mondiale. Plusieurs lanceurs d'alerte ont tenté de prévenir le monde des dangers de cette dépendance dès 2019, comme Michael Burry ou Robert Kiyosaki. Selon les deux experts, c'est la hausse des taux qui viendra mettre le feu aux poudres, entraînant l'explosion de tout le système. Pas très optimiste comme prévision, mais il semble qu'elle commence à attirer l'attention, à l'heure où il devient clair qu'une hausse des taux directeurs reste la seule arme disponible pour anéantir une inflation devenue incontrôlable. Pour en savoir plus sur les alertes de Burry et de Kiyosaki, ou si vous avez envie de savoir ce qu'ils pensent de tout ça, vous pouvez aller voir ou revoir les vidéos que nous leur avons consacrées. Vous trouverez les liens dans le descriptif sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, faites-nous le savoir dans vos commentaires et n'hésitez pas à la partager et à cliquer sur j'aime. Enfin, sachez que vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur notre fil Telegram et notre nouvelle page Twitter pour un peu plus de proximité. Alors, à tout de suite. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Money Radar, à très bientôt. Avez-vous entendu dire que les Rothschild vendaient leurs actifs? Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est les Rothschild qui vendent leurs biens placés en bourse. Alors là, ça veut dire quelque chose. Et un de mes collaborateurs qui n'est pas là aujourd'hui parce que épuisé par ses gardes de nuit, notre ami Eric, m'a rappelé, à juste titre, que les Rothschild avaient fait la même chose peu avant la Première Guerre mondiale et peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, eux, qui sont à l'origine, entre autres, de ces deux guerres mondiales, qu'ils aspirent de tout leur être, de toutes leurs actions, à une troisième guerre mondiale. Donc ils essayent de se mettre à l'abri. Et alors regardez ce qu'il y a de pervers dans la politique économique de Macron, leur créature. Et par atavisme, c'est que dans la mesure où il fait tout pour détourner les Français de l'immobilier, pour les pousser dans les placements en banque, dans le même temps, les Rothschild se débarrassent de leurs avoirs. Donc, même si votre immobilier ne vous rapporte pas grand-chose, ou
c'est tout de même préférable que de perdre votre culotte en banque. Voilà. Il y a l'or papier aussi. Pardon ? L'or papier. Le papier. Alors là aussi, si vous voulez investir en or, n'achetez surtout pas de papier. Prenez de l'or physique. Tout du physique, que ce soit immobilier ou en or, ou en diamant, que sais-je. Du réel. Pas de l'artificiel, du réel. Et même si ça ne rapporte pas, c'est, disons, une garantie pour l'avenir. Merci d'avoir appelé ce sujet. Bravo. Bravo. Paradoxalement, c'est celui qui s'endette le plus vite qui va s'enrichir le plus rapidement aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous dans ce système actuellement. C'est un Monopoly géant. Donc, pour en venir aux choses concrètes, on va bientôt entrer, à mon avis, dans un temps de turbulence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques escrocs, des bandits, pourraient profiter de la situation pour faire main basse sur nos comptes. Est-ce que un blocage de tous les comptes éventuels en cas de crise serait si abracadabrant que ça ? Regardons ce qui s'est déjà passé en Grèce et à Malte. Ça s'est déjà passé. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est tous tellement au-dessus de ça ? La loi, ils y autorise à bloquer les comptes. La première chose à savoir, c'est que les crashs ne sont pas des accidents. C'est le fonctionnement programmé et même souhaité par beaucoup d'investisseurs en bourse. On dit souvent dans le milieu, faut tondre les moutons. Les crashs servent à ça. Quand les valeurs sont au plus bas, certains épargnants sont quand même obligés de vendre par besoin de liquidité pour vivre, quoi. Et qui va racheter tout ça ? Ceux qui sont là derrière, qui guettent. Voilà, c'est un grand classique, c'est quand même pas difficile à comprendre. Hein. Lorsque les valeurs boursières baissent, c'est une aubaine pour les grands financiers, la finance internationale. Ils rachètent tout à bas prix. Alors eux, ils savent très bien que, par exemple, comme Warren Buffett, dont la fortune dépend beaucoup des actifs de Berkshire Hathaway, ils savent très bien qu'en temps de crise, parfois ils peuvent prendre du moins 30, du moins 50% sur leur fortune personnelle, mais ils savent très bien que s'ils maintiennent leur position, ça repart de plus belle, il faut surtout pas vendre. Mais eux, ils le savent. Et puis, est-ce que vous croyez que, en général, c'est les Microsoft, enfin les grosses sociétés, Amazon, Apple, tout ça, qui prennent vraiment du plomb dans l'aile quand il y a une crise ? Non, ils attendent que le vent passe. Ceux qui prennent cher, en revanche, c'est toutes les PME ou les mid-cap qui, elles, se font racheter en temps de crise, à tour de bras, par les plus gros. Et après, les plus gros, en fait, atteignent la taille critique. Donc ensuite, c'est des trusts gigantesques. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est des grandes banques, par exemple, qui rachètent tout ça. Il y a un exemple, hein, par exemple, avec les nouveaux puits de pétrole qui avaient été créés dans les années 2005-2010, avec ce système de... le pétrole qui est cherché dans le sol argileux, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, aux États-Unis, au Canada. À mon avis, les financiers, ils finançaient tout ça en masse. JP Morgan, tout ça, ils finançaient tous ces nouveaux puits de pétrole, parfois des indépendants, etc., des petits, entre guillemets. Et on se disait, c'est bizarre parce que les banques savent très bien que ça sera jamais rentable quasiment. Enfin, même à 140 $ le baril, c'était pas rentable. Donc, ils avaient quelque chose en tête. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ils n'ont pas disparu tous ces puits de pétrole. Depuis, le pétrole a chuté, bon, a un petit peu remonté. Il a chuté jusqu'à 23 $ le baril, et puis il a un peu remonté depuis. Est-ce que ça n'a pas été organisé, ça ? Parce qu'en fait, ce qui a été fait entre-temps, c'est que tous ces puits de pétrole indépendants ont été quasiment tous rachetés par les puissants, les grosses compagnies et les grosses banques. Ils ont été rachetés à bon prix. Et résultat, en ce moment, depuis quelques années, là, les États-Unis, ils pompent à fond tout le pétrole du sol. Là, on atteint des niveaux records. Donc voilà, et pourquoi pas se demander que les choses sont prévues, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez un petit peu d'argent, que vous savez comment ça fonctionne, vous attendez que tout baisse, vous rachetez tout, voilà, c'est pas compliqué. Alors on va citer Guillaume Mojan, éditorialiste aux Échos. Ça fait des mois que les marchés sont en apesanteur, que les hausses succèdent aux hausses, que les valorisations grimpent toujours plus, que les facteurs négatifs sont relégués au second plan. Ce temps-là est révolu. On a Loïc Ferry, aussi PDG d'un fonds d'investissement. Vous évoquiez un risque de marché similaire au crash de 1987. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste ? Surtout l'évolution inquiétante de paramètres techniques importants. Baisse de la volatilité, baisse de la liquidité. Et aussi un changement. En cas de panique, les banques ne seront plus là pour absorber en partie le choc. La probabilité d'une correction est forte, même s'il est toujours difficile de se prononcer sur un timing exact. Nicolas Barré, en 2017, directeur du journal économique Les Échos.
Il cite l'auteur du rapport du FMI. Alors que l'eau semble calme, les problèmes s'accumulent sous la surface. Le FMI prévient, si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008. Le FMI prévient, faut le faire quand même. Selon Pierre Larouturou, la crise de 1929 était une deuxième crise. Il y avait une crise en 1920-21. Selon certains économistes, la première crise était en 2008 et la deuxième serait la prochaine. Le FMI a redit que le risque d'une nouvelle crise financière est colossal. Le niveau de dette a augmenté 4 fois plus vite que le PIB aux États-Unis. En Chine, pour éviter une récession violente, il a fallu mettre 44% du PIB sur la table. Stiglitz dit que depuis 2008, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Les deux moteurs de l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, peuvent exploser n'importe quand. Le système, c'est plus qu'un immense château de cartes. Tout tient mais à très peu de choses. Le moindre accident peut dégénérer. Comme le monde est désormais entièrement globalisé et relié à la seconde près, n'importe quel choc peut se propager d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes. Il faut savoir aussi que 70% des banques sont en faillite virtuelle. Je vais y revenir plus tard. Alors qu'est-ce qui pourrait résulter de tout ça? Peut-être pas une spoliation totale de notre argent, mais au moins un très gros hold-up. Alors quelles sont les bulles qui menacent d'éclater? On peut citer la bulle boursière, la bulle obligataire, la bulle hypothécaire, la bulle des prêts des entreprises, la bulle de l'immobilier, et rien qu'aux États-Unis, la bulle des cartes de crédit, la bulle des prêts étudiants, la bulle des prêts automobiles, la bulle de la dette fédérale, la bulle des crédits aux ménages. Et c'est le monde entier qui est plein de bulles. Il y a une bulle des dettes souveraines partout, et une bulle des prêts d'entreprise partout, et une bulle des crédits aux particuliers et aux ménages partout. Et une bulle qui éclate, c'est un crash, une crise et une récession économique. Donc chômage, impôts, austérité, réduction de crédit, bref, moins d'argent pour tout le monde, y compris pour l'État qui entretient moins ses services. Donc tout qui se dégrade, routes, éducation, sécurité, hôpitaux, on l'a vu ces dernières années, depuis 2008 déjà. Mais le risque cette fois, c'est qu'il y a plusieurs bulles qui peuvent éclater dans la même période, ou successivement. Quand il n'y en a qu'une, le monde a le temps de souffler et de se relever. Et plusieurs, je vois pas comment le système pourrait s'en remettre. Alors pour votre info, aujourd'hui, une banque européenne standard, c'est 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards d'actifs et 30 000 milliards de hors bilan. En gros, ça veut dire que la banque a 50 milliards de fonds propres d'argent à elle, 1500 milliards qu'elle gère sur les marchés, et 30 000 milliards avec lesquels elle fait à peu près n'importe quoi. La plupart des analystes aujourd'hui considèrent qu'il y a 10% de risque sur le hors-bilan des banques. Donc sur 30 000 milliards de hors-bilan, c'est 3 000 milliards de risques par banque. Vous pouvez multiplier ce risque par 15 ou 20 pour les plus grandes banques d'Europe. Alors entre parenthèses, on pense que les Allemands, c'est des sérieux gestionnaires, avec la Deutsche Bank, il n'y a pas de problème. Mais la Deutsche Bank, c'est un des plus gros risques pour le monde entier. Et elle est considérée d'ailleurs par le FMI comme le plus important contributeur de risque systémique. Alors il faut voir de quel niveau de risque on parle déjà. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière crise, la banque Lehman est tombée à cause de 146 milliards de dollars de produits dérivés pourris, les fameux subprimes. Devinez combien de dollars la Deutsche Bank a de ce genre de produits? 39 000 milliards. On a ce chiffre tiré du rapport de la Deutsche Bank en décembre 2017, OTC dérivative, 38 173 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez la différence de risque? À titre indicatif, le budget annuel de l'Allemagne, c'est 320 milliards d'euros. D'accord? Alors est-ce qu'en France, on est à l'abri? La seule BNP compte pour presque 30 milliards de produits à risque. 200 fois ce qui a fait exploser la crise de 2008. Société Générale, 16 922 milliards. Crédit Agricole, 14 325 milliards. BPCE, 5 348 milliards. Au total, 59 420 milliards d'euros. Donc c'est Charles Gave qui dit qu'en Europe, 70% des banques sont en faillite virtuelle. Alors là où on dit souvent que les choses pourraient venir d'Italie, c'est que effectivement les montants sont pas énormes, mais il faut savoir que les créances sont vraiment pourries là-bas. Il y en a pour environ 220 milliards d'euros, mais c'est des créances définitivement pourries. Et l'incendie a déjà commencé. L'année dernière, 3 petites banques italiennes, entre guillemets, ont fait faillite. Le montant total de la faillite était de 23 milliards d'euros. Alors on peut toujours dire, mais en France, il y a un fonds de garantie. Ça, c'est la théorie. Mais il est de combien ce fonds? 3 milliards, c'est tout. 3 milliards. Vous voyez le problème? C'est ridicule. Ça peut couvrir, la faillite d'une petite banque régionale. Et rappelons que le système bancaire français a actuellement 73 000 milliards de risques en cours, minimum. Et que même si seulement 10% de ces risques se réalisent, ça fera des pertes pour au moins 7 300 milliards. Donc qu'est-ce qui se passe si le fonds de garantie n'a pas assez? La directive européenne BRRD permettra-t-elle la ponction des comptes?
Alors la différence qu'on a aujourd'hui avec les escrocs comme Bernard Madoff, etc., c'est que là c'est des escrocs mais officiels. Le système entier ressemble à une chaîne de Ponzi. Les États-Unis ne rembourseront jamais les 22 000 milliards de dollars de dette. On sait très bien. Chaque année, ils ne font que rembourser en faisant un nouvel emprunt. Il faut savoir qu'en général, le capital dans ce genre de dette se rembourse sur du in fine, c'est-à-dire à la fin. Donc on peut dire que les États ne rembourseront jamais leurs dettes réellement. Comme dans toute escroquerie, il y a un perdant. C'est qui? C'est nous. Car en fait, les États ne font en réalité que verser des intérêts, mais avec quel argent? Celui de vos impôts. Madoff disait « Je suis peut-être un escroc qui fait du Ponzi, mais le gouvernement l'est encore plus ». Madoff, c'était 18 milliards. Le gouvernement américain, c'est 22 000 milliards. Alors, c'est mathématique. À un moment, ça va s'effondrer. Ou alors, les États doivent faire quelque chose avant. Et ils ont peut-être ça en tête. Une grande remise à zéro. C'est un des plans secrets qui est étudié par nos classes dirigeantes. Alors, remettre à zéro, mais quoi? Les compteurs du système monétaire et financier. Quel est l'intérêt? Annuler les dettes. Car il y a des dettes qui sont impossibles à rembourser. Alors, dans le monde, la dette cumulée de tous les États se monte à environ 237 000 milliards de dollars. C'est tellement énorme que ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que dirait Henri Verneuil qui avait fait le film 1000 milliards de dollars? Aujourd'hui, les échelles sont plus les mêmes. Alors les gros poissons, ils font semblant qu'ils rembourseront la dette, mais ils se contentent de payer les intérêts. Et quand il le faudra, ils remettront les compteurs à zéro. Donc, est-ce que les États se mettraient d'accord pour annuler toutes ces dettes? Oui, mais les États doivent de l'argent aux banquiers. Mais ils ne peuvent plus rembourser. Donc ils diront aux banquiers de se servir là où il y en a encore, sur nos comptes. Alors, qu'est-ce qui nous permet de croire que ce scénario-là, il est sérieusement envisagé par les élites? Il y a 4 ans déjà, Christine Lagarde a prononcé en petit comité le terme de reset. Et au FMI, on ne choisit pas les mots au hasard. En 2014, devant 60 personnes à Davos, Forum des dirigeants économiques et politiques internationaux, elle avait une première fois parlé de ce terme. Et depuis, elle a dû le prononcer une bonne centaine de fois. Alors ça permettrait éventuellement de repartir sur une bonne base. Mais en quoi ça nous concerne, nous? C'est simple, votre argent ne vous appartient déjà plus. Mais finalement, est-ce que nos comptes seraient remis à zéro ou pas? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Ça dépendra de l'ampleur de la crise. Ce plan, pour qu'il fonctionne vraiment, c'est-à-dire pour que les gens ne se révoltent pas, mieux qu'ils soient contents de leur sort, comme un petit peu dans Aldous Huxley, ces instigateurs doivent d'abord attendre une grosse crise. Elle est en train d'arriver. Il faut ensuite que l'on craigne que la situation empire. Et pour éviter que ça dégénère, l'État peut décider de bloquer les comptes bancaires, l'assurance vie, etc. Là, la peur va commencer à se disséminer. Tout le monde aura la trouille. Un objectif, mettre la trouille à tout le monde pour mieux les manipuler ensuite. Parce que quand les gens auront peur pour leur argent, ils seront prêts à accepter n'importe quoi. Le premier sauveur venu sera accueilli avec soulagement. Alors maintenant, j'ai quelques petites citations à vous donner en rapport avec tout ça. On va commencer par notre grand gourou Jacques Attali. Première citation qui n'est pas dénuée d'intérêt, on fait abstraction du personnage. Si rien n'est fait, surviendra une catastrophe, un tsunami auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants, n'échappera. Donc je répète, pas même les plus riches ni les plus puissants n'échappera. Bon, ça a tendance à me rassurer, déjà. Une autre citation d'Attali, plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs se préparent sans le dire à se déclarer en faillite. Alain Minck maintenant. La crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la crise finale de l'économie de marché, avec à la clé les conséquences qu'il est loisible d'imaginer sur la démocratie et la vie en société. L'apocalypse n'est pas exclu. Très intéressant ce terme d'apocalypse. Philippe Béchade, maintenant analyste financier et président des Iconoclastes. Le système est déjà dans le coma dépassé. Le marché est désormais maintenu en vie artificielle. Aucune banque centrale ne peut plus le ramener à la vie, la vraie. Autre citation de Philippe Béchade. Comment cela se terminera-t-il? Probablement par une refonte complète du système financier. François Langlais. Les temps nouveaux de la répression financière commencent avec la chasse aux contribuables et à l'épargnant trop mobile. Simone Wappler, journaliste spécialisée dans les analyses des conseils financiers. L'État, pour survivre, n'aura qu'une solution, faire main basse sur notre argent. Tous les moyens seront bons pour assurer cette survie, y compris nous dépouiller. Voilà, donc tout ça, ce sont des experts, des économistes et autres. Je pense que ça constitue quand même des preuves solides, là. J'espère que vous n'allez pas me dire où sont les preuves. Ça n'est qu'un délire paranoïaque de ta part. Non, non. Et mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller et pour qu'on puisse chacun prendre les mesures qui s'imposent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonjour à vous tous. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo sur les dangers d'une crise imminente. Je vous invite à aller la voir si ce n'a pas déjà été fait. Pour les gens qui savent, pour les initiés, c'est évident
qu'il va y avoir une explosion incessamment. Est-ce que ça sera fin 2018, 2019, 2020, 2021 ? On a certains tableaux qui circulent sur Internet qui nous disent que 2020 est l'année où il y a le plus de risques systémiques. Donc on ne sait pas quand ça va exploser, bien évidemment. Mais là, au début de l'été, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, nous disait, je cite, « Une correction du prix des actifs constitue toujours le premier risque pour les marchés financiers. » Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un krach est toujours possible. Il nous disait aussi, je cite, « Les politiques monétaires participent à accroître les risques compte tenu de l'incertitude. » Ça veut dire, on ne sait pas trop où on va, mais on y va, même si ça sent pas très bon. Hein. D'autre part, il y a un risque d'une escalade via des ripostes de grands partenaires commerciaux. Donc, ça veut dire qu'une vraie guerre commerciale est possible. Et nous, on sera au milieu de tout ça. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à affronter une crise comme ça ? C'est impossible. Personne ne l'est jamais vraiment face à ce qui est impensable, à moins d'avoir un temps d'avance. Si une crise majeure s'installe sur la durée, comment ferez-vous ? Que peut-on déjà imaginer et préparer ? C'est ce à quoi je vais m'intéresser avec vous dans ce dossier. Alors déjà, on va commencer par dire qu'il y a un vrai problème bancaire. Parce que autrefois, votre argent pour vivre, c'était ça. Il y avait un problème bancaire, vous aviez toujours votre argent. Et puis, votre argent pour vivre, c'est devenu ça. Et en cas de problème bancaire, ce sera ça. Alors quels sont, pour résumer rapidement ma vidéo de la dernière fois, quels sont les risques qui sont présents ? On a un risque, premièrement, de grand reset financier. Christine Lagarde avait employé ce terme plusieurs fois depuis 2014, c'est-à-dire une grande remise à zéro. Je vous invite à voir ma vidéo. On a aussi un risque de big bug, une méga panne des systèmes informatiques. On a aussi une potentielle explosion de l'euro plus un effet domino. On a aussi le risque d'une faillite en chaîne des banques et du système bancaire. On a aussi un risque de big drop, l'effondrement du commerce mondial, donc des économies. On a aussi un risque de l'effondrement du système monétaire international. On a aussi le risque du big one, krach ultime des bourses mondiales. Et on a aussi le risque d'accident boursier plus l'effet domino. Donc c'est évident que tous les risques systémiques continuent à courir. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a disparu, donc tout est là. Risque de faillite de l'État, risque de faillite systémique des banques, risque sur l'euro ou big one, c'est-à-dire le krach ultime des bourses, donc de l'économie. Et cette vidéo est tout à fait d'actualité. Regardez, aujourd'hui on a appris qu'au Venezuela, un pays dans lequel il y a une crise depuis plusieurs années, pour payer une baguette de pain, il fallait 5 millions de bolivars. Aussi, le président a mis en place le bolivar souverain. Si je me souviens bien, il a enlevé 5 zéros à l'ancienne monnaie pour réduire l'inflation. Voilà, c'est tout à fait d'actualité. Et on pourrait très bien se servir de l'exemple du Venezuela pour voir ce que font les gens justement pour se sortir de la crise. Je suis sûr qu'ils se servent de monnaie alternative, de diverses choses. Alors, certaines personnes nous diraient qu'il y a des organismes de protection et de garantie contre les crises. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Je l'avais bien expliqué dans ma vidéo. Les montants sont ridicules. Donc, le big bug, c'est quoi ? C'est tout simplement tous les risques de panne des systèmes technologiques modernes. Effectivement, qu'est-ce qui se passera si un gros virus fait planter tous les ordinateurs de votre banque ou du système bancaire central ? Rappelons qu'il y a environ un mois, le système de paiement Visa a connu une panne géante de quelques heures. C'était impossible de payer. Environ 2 semaines plus tard, c'était la même chose chez Mastercard. Et puis par ailleurs, on s'est tous déjà fait pirater nos comptes par des hackers qui avaient sniffé nos données bancaires sur des sites comme Amazon ou PayPal ou peu importe. On se rend bien compte qu'on n'est pas à l'abri, c'est évident. Rappelons aussi que début 2018, les fabricants avaient reconnu que les puces Intel, qui équipent 80% des processeurs des ordinateurs mondiaux, avaient des failles géantes dans leur sécurité. Donc, si vous ne mettez pas régulièrement à jour vos logiciels comme Java, Adobe, Reader, etc., ça crée des failles dans votre système. Et un pirate peut très bien se mettre dans votre ordinateur, mettre un keylogger, récupérer tout ce que vous tapez quand vous vous connectez à vos comptes, etc. Et voilà, on se rend bien compte, c'est pas du tout infaillible tout ça. Et puis on n'est pas non plus à l'abri d'une panne électrique géante. Rappelons que la majeure partie des centres névralgiques du système économique mondial sont situés aux États-Unis. La distribution électrique aux États-Unis, elle est beaucoup moins bonne qu'en France par exemple, où on est assez gâté. Alors s'il se produit une grosse panne outre-Atlantique qui touche au système de sauvegarde des données, on peut avoir de gros soucis. Il est nécessaire d'évoquer le risque d'un effacement des données sans retour possible. Alors est-ce que ce serait voulu ou non ? Ça peut être l'un ou l'autre, hein. Écoutez, on est désolé, mais voilà, il y a eu un effacement de tous les serveurs, etc. Vous imaginez une panne mondiale, même, vous imaginez que l'Internet entre l'Union Européenne et les États-Unis et puis les grands continents, ça passe par des gros câbles qui sont sous-marins.
Si un jour il y a la rupture d'un de ces câbles, ou si ces câbles sont usés ou qu'on les a pas changés à temps, le système internet mondial, ce sera fini pendant quelques heures ou pendant quelques jours ou voire plus. Donc c'est un immense château de cartes tout ça. Donc une remise à zéro, ouais, accidentelle ou pas. Bon, on est désolé, mais écoutez, on a tout perdu. Voilà, et là on fait quoi? Toutes ces lignes de compte sur lesquelles il y a notre argent virtuel, bah tout d'un coup il n'y a plus rien. Vous avez de quoi prouver que vous aviez de l'argent sur votre compte? Bah, le seul moyen ce serait d'imprimer dès maintenant vos relevés. Alors, il y a plusieurs clés pour remédier à une situation de crise. Premièrement, il faudrait replacer une part significative de votre argent dans des placements solides, concrets. En cas de crise entre deux systèmes monétaires, par exemple si l'euro s'effondrait et avant d'accepter une autre monnaie, il y a toujours un temps de latence extrêmement compliqué, c'est ce qu'on voit avec l'Angleterre actuellement. Mais ils avaient déjà leur monnaie, mais ça arrange les choses. Et les populations utilisent tout ce qu'elles peuvent en monnaie de secours au début. Donc il faut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être utilisé comme monnaie de secours pendant quelques mois? On pourrait concevoir que les anciens billets soient de nouveau utilisés, ou les pièces de Bitcoin, j'y reviendrai plus tard. Ou sinon les monnaies utiles, des objets qui répondent à un besoin. Il y a également les monnaies libres. On va faire une petite aparté sur le système bancaire actuel. Je pense qu'on vous a déjà, moi ou quelqu'un d'autre, on vous a déjà expliqué l'absurdité du système financier et bancaire actuel. On peut rappeler que l'argent n'existe pas réellement pour l'univers. C'est juste un moyen d'échange qui a été mis en place par les hommes. Deuxièmement, l'argent est créé à partir de rien. Je vais y revenir. Troisièmement, le manque d'argent n'est pas réel. Et on pourrait arriver prochainement à une vraie révolution dans l'humanité. Une révolution qui pourrait arriver plus vite qu'on ne pense. On peut dire que vos pièces et vos billets sont qu'une matérialisation de sommes d'argent qui n'existent que sous forme de chiffres dans un ordinateur. Et vous vous connectez à votre compte et vous voyez des chiffres qui sont affichés. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri d'une rupture des réseaux, même s'il y a des backups, des sauvegardes qui sont faits sur plusieurs disques durs en permanence, sur des systèmes SATA, etc. Ça c'est valable tant qu'il y a de l'électricité, tant que tout va bien, mais en cas de crise majeure qui touche tous les domaines, la vie de tous les jours, tout ça, ça pourrait être mis en question. Et vous faites quoi le jour où il y a marqué 0 € sur votre compte et qu'il y avait 30 000 € d'économie? Qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez que tout repose sur ça? On peut dire aussi que ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Et vous allez me dire, mais les pièces, les billets, tout ça. Mais ça, c'est juste un accord entre les banques privées et la Banque de France, qui, à l'origine, rappelons-le, était un consortium de banquiers privés, quand ça a été créé en 1800, sous Napoléon. Donc les pièces et les billets, c'est juste l'accord entre les banques privées et la Banque de France qui s'engagent à produire une petite quantité de pièces et de billets pour ceux qui voudront sortir cet argent de leur compte. Mais une partie seulement. Il faut rappeler qu'il y a un ratio que doivent respecter les banques. Ils doivent posséder en fonds propres 1/9 de tout l'argent qu'ils ont prêté ou qu'ils ont sorti. Donc déjà, à la base, on peut se dire quoi? Que si tout le monde retirait ses liquidités actuellement là, ce serait la faillite totale, absolue. Puisqu'ils n'auraient pas de quoi nous rembourser, c'est-à-dire que notre argent, il n'existe déjà plus, en fait. Donc l'argent, vous l'avez dans vos mains, vous avez un petit peu de liquide, mais il correspond à rien de réel. C'est juste la matérialisation d'un argent créé par les banques à partir de rien, ex nihilo. Et vous me direz, mais alors cette monnaie, elle vaut rien? Si, puisque tout le monde y croit. Concrètement, c'est juste du papier. Mais comme tout le monde y croit, elle nous sert pour nos échanges. Il y a un facteur de confiance. Votre argent, actuellement, n'est que virtuel. Ce n'est qu'une créance, c'est-à-dire une promesse de votre banquier de vous le donner. Mais si tout va bien. Mais là, on n'a pas changé par rapport à l'ancien système. Vous savez, où les banquiers s'installaient sur des bancs dans le Moyen-Âge et vous donnaient une lettre de créance contre votre or. Alors votre or, lui, il était physique, il était bien réel. Et pour éviter de se promener partout où on va avec nos richesses, ces banquiers mettaient l'or à l'abri. Et en échange, il nous donnait une lettre de change où était marqué quelque chose comme vaut pour contrepartie de 1 kg d'or. Et c'est ce qui vous permettait de récupérer votre or dans n'importe quelle ville, là où les banquiers étaient installés. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, Une promesse de votre banquier de vous donner votre argent, mais si tout va bien. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'1/9 de fonds propres par rapport à tout l'argent qu'ils ont sorti. Donc c'est évident que déjà, même si tout allait bien, si tout le monde retirait son argent à l'instant T, là maintenant, il y aurait déjà une faillite. Donc vous imaginez si tout va mal. Donc il n'y a qu'un seul moyen de mettre votre argent à l'abri de ce système qui va se casser la gueule, c'est de transformer votre argent en bien réel, solide ou tangible. En gros, c'est de récupérer votre or. Si vous étiez au Moyen-Âge, vous récupérez tout de suite votre or, même s'il fallait le trimballer, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme chose tangible? Il y a l'immobilier à rénover, l'immobilier rural, certains terrains à bâtir, les bois, les forêts. On y reviendra plus tard. Ce qui pourrait devenir très important en cas de crise, et très intéressant, c'est d'avoir du bois, par exemple, pour le chauffage, etc.
on en parlera. Alors on abordera aussi le sel ou les monnaies locales. Et on sait bien aussi qu'en temps de crise, il y a du vieux réflexes qui se mettent en place, hein, comme le troc. C'est-à-dire que s'il y a une vraie crise, vous avez 1000 € sur votre compte, d'accord, mais une possibilité, c'est qu'on garde les choses en place, le système garde les choses en place, donc vous aurez toujours 1000 €, mais vous pourrez acheter une baguette de pain avec ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Venezuela, hein. C'est pas un doux rêve de ma part, hein. Donc si vous avez plus d'euros qui valent plus rien, vous allez vite chercher des monnaies alternatives pour payer ce qu'il vous faut. Rappelons que sous la Révolution française, les paysans se faisaient bien payer en boutons de vareuse militaire. Et en Afrique, il y a eu le kori, qui était une monnaie d'échange à base de coquillages. Donc, la rareté de la monnaie, donc de l'argent que nous avons, c'est une fausse rareté. En fait, l'argent ne manque jamais réellement. Et du point de vue, par exemple, de la loi de l'attraction, vous pouvez vous dire aussi, vous n'êtes pas en manque, vous ne manquez de rien. Il y a tout déjà dans l'univers. Il s'agit de se connecter aux bonnes longueurs d'onde pour attirer ce que vous voulez vraiment. Mais il faut arrêter de réfléchir en termes d'argent. L'argent, ça n'existe pas, hein, pour l'univers. L'univers ne ressent que des valeurs, des choses comme ça. Donc quand vous manquez d'argent sur votre compte, c'est parce que ce système bancaire qui crée de la monnaie pour seulement certaines catégories de personnes et d'activités, vous en êtes exclu de cette catégorie pour vous rendre à l'évidence. Mais voilà, la chose positive, c'est qu'il pourrait y avoir une révolution prochaine dans l'humanité. Quand le monopole de la monnaie tombera, si elle tombe, des milliers de monnaies apparaîtront. Donc quand le monopole, c'est-à-dire des banques centrales entre guillemets, tombera, ça ne veut pas dire que l'argent n'existera plus, hein. Il y aura des milliers de monnaies qui apparaîtront partout dans le monde, qui répondront chacune à des besoins différents, auprès de communautés différentes et connectées entre elles. Parce que des millions de gens auront besoin de moyens d'échange, donc ils inventeront spontanément des milliers de monnaies. C'est une révolution qui se fera localement, librement, démocratiquement. On peut prendre aussi l'exemple dans le passé de ce qui s'est passé en Argentine il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'était la crise et les gens faisaient vraiment preuve de créativité pour trouver des moyens d'échange. Et sachez qu'il existe déjà plus de 4000 monnaies complémentaires partout dans le monde. Alors pour l'instant, vous allez me dire, elles sont anecdotiques, mais quand les monnaies centralisées s'effondreront partout, elles vont se révéler indispensables, ça c'est sûr. Or, l'existence de centaines de monnaies différentes pourrait redistribuer la valeur d'une façon différente. Donc on en finirait avec le monopole d'une oligarchie, en fait, parce que des systèmes en place comme l'euro n'ont fait qu'appauvrir les petits et n'ont fait qu'enrichir les plus gros, puisque c'est un système centralisé. On pourrait parler des crypto-monnaies, on va en parler un petit peu, mais sachez que c'est juste des actifs virtuels qui sont très spéculatifs, hein. J'oserais vous rappeler que des gens qui ont acheté du Bitcoin en décembre, au maximum il était à vers 19 000 $ ou 18 700, je sais plus, et qu'actuellement il est autour de 4 000 si je dis pas de bêtises. Vous imaginez ceux qui ont acheté en novembre ou décembre, ils doivent bien s'en mordre les doigts, hein. Personnellement, j'en ai jamais acheté parce que c'est un actif trop spéculatif qui est parfait pour spéculer, faire du day trading ou du swing trading, mais pas du tout pour investir. Et rappelons que les blockchains, les cryptocurrencies, elle crée une dépendance à l'électricité, à l'informatique, au smartphone, au réseau, au système de sécurité, pour protéger ces réseaux. La technologie peut d'ailleurs interroger sur la liberté réelle de ces systèmes. En cas de panne ou de virus, qu'est-ce qui restera des crypto-monnaies? Les crypto-monnaies, elles sont sous danger permanent, hein. Il y a eu des piratages incessants. Au 30 juin 2018, le montant total des pertes enregistrées par les crypto-monnaies atteignait la somme colossale de 1,2 milliard de $, selon le rapport Landau remis au gouvernement. Il y a eu de nombreux piratages et arnaques depuis la création du Bitcoin. Je veux dire, c'est évident que la sécurité n'est pas totale, hein, là-dedans, c'est un euphémisme. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Il y a les monnaies libres. Il pourrait y avoir des monnaies régionales, des monnaies de ville, des monnaies d'entreprise, des monnaies d'association. Et alors vous me direz, mais ça sera un vrai bordel à organiser tout ça. Bah non, on fera comme avant, quand il y avait par exemple, quand chaque pays en Europe avait sa monnaie. Il y aura des bureaux de change, plus que maintenant, des guichets où on déposera ces différentes monnaies, des systèmes informatiques qui tiendront les comptes et qui feront des équivalences. Il y aura des chambres de compensation entre banques, tout ça on sait déjà le faire en fait. Il y aura juste à le faire différemment. Et croyez-moi que si la crise se déclenche dans quelques mois, ceux qui seront déjà positionnés sur des monnaies alternatives et des alternatives à la monnaie, ça sera les grands gagnants, hein. Ils seront prêts. Parce qu'ils éviteront le pire, l'absence de monnaie qui empêche d'acheter quoi que ce soit, même de la nourriture, hein. Ça, c'était la grande leçon de la crise en Argentine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en cas de crise, les crypto-monnaies ne serviront pas? Bah non, pas en l'état actuel, hein. Et encore moins, comme je vous disais, s'il y a une panne du réseau ou s'il y a un virus. Parce qu'en cas de crise, croyez-moi qu'il y aura encore plus de pirates informatiques qu'à l'heure actuelle.
ils essaieront de spolier tous les comptes. Ils achèteront des fichiers avec 500 000 comptes Visa ou Mastercard dessus, et puis il suffit qu'ils fonctionnent 10 € sur chacun, et puis ils se font des millions d'euros. Mais ça arrive déjà, vous imaginez s'il y a une crise. Donc, au contraire, je pense qu'on verra apparaître des monnaies très concrètes qui ne dépendront d'aucun réseau, ni de l'électricité, ni d'une autorité centrale. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie utile ? Eh ben, c'est un petit objet qui possède une valeur qui est connue, reconnue, mais qui peut aussi être mesurée, fractionnée et transportée. On va se poser la question de qu'est-ce qu'il peut y avoir comme besoin vital à satisfaire. Il y a le besoin de manger et le besoin de se soigner, c'est les deux plus importants. Alors posons-nous la question de savoir ce qui serait le plus facilement monnayable, c'est-à-dire mesurable, fractionnable, transportable. Alors il y a une première chose, ce serait les morceaux de sucre. Effectivement, les carrés de sucre pourraient devenir une monnaie. Il faudrait les mettre dans des pochettes plastiques avec zip pour pouvoir transmettre vos sucres sans qu'ils perdent de leur valeur, s'ils s'effritent par exemple. Alors, ce qu'il faudrait avoir, c'est une petite balance électronique de précision, ça coûte pas très cher. Il pourrait aussi y avoir le sel comme une monnaie utile en cas de crise vraiment durable. Et ajoutons que le sel, ça permet aussi de conserver les aliments, si on n'a plus d'électricité. Alors, certains vont me dire, non mais là on est dans le délire total, mais non, rappelons que par exemple le sucre, ça a été une monnaie en Équateur jusqu'en l'an 2000, donc c'est pas si idiot que ça. Alors, certains me diraient, le café. Alors le café, la seule alternative valable, ce serait le grain de café vert, qui pourrait servir de monnaie utile, parce qu'il a une durée de vie de 2 à 10 ans, donc on pourrait aisément le conserver. Il y aura aussi les boîtes de sardines. Ce produit, il est clairement identifiable, sa petite taille le rend facile à transporter, et il est connu que la boîte de sardines peut se consommer très longtemps. Certains vont dire jusqu'à 30 ans environ. L'autre intérêt, c'est que les sardines apportent des protéines et des lipides, ce qui peut être nécessaire en cas de crise alimentaire. Alors, petite piqûre de rappel, pour ceux qui me diraient « Non mais on va pas commencer à mettre de côté des conserves et tout ça », dites-vous qu'actuellement, tout va encore bien à peu près. Donc c'est nous, les consommateurs, qui faisons la loi auprès des producteurs. Mais en situation de crise, ça sera l'inverse. Ce sera eux qui feront la loi. Et nous qui dépendrons d'eux. Ce sera eux qui fixeront les prix. Eux qui choisiront leurs clients en fonction de ce qu'ils auront en échange, etc. Attention à ça. Donc là, on comprend bien toute l'évidence de mettre des denrées de côté. Alors, parmi les monnaies utiles, il pourrait y avoir des monnaies de santé. Parce que l'accès aux soins deviendra plus difficile, c'est une évidence. Les gens n'auront plus forcément d'ailleurs les moyens de s'acheter des médicaments, peut-être qu'il n'y aura plus de remboursement de sécu, donc il y aura des pharmacies qui fermeront, etc. Alors quelle est la vraie alternative, mais vraiment en cas d'époque critique, ce serait les huiles essentielles. Ça peut être une solution pour une grande quantité de problèmes de santé. Donc l'idéal, ça serait d'en faire un bon stock maintenant. On sait très bien que les huiles essentielles, même qui ont plus de 15 ans d'âge, sont toujours utilisables, du moment qu'on les conserve dans un flacon fermé, à l'abri de la lumière, et des variations de température trop brutales. Alors, pourquoi les huiles essentielles ? Parce que les gens vont très vite chercher des alternatives aux médicaments qu'ils ne pourront pas acheter. Par exemple, pour la grippe, avec des huiles essentielles, ce qui suffirait, ce serait une goutte de Ravinsara plus une goutte de thym à linalol 3 fois par jour pendant 5 jours. Alors, comment est-ce qu'il serait possible, en temps de crise, de vendre ou d'échanger des moyens pour les gens de se soigner ? Une solution pourrait être de déposer les gouttes d'huile essentielle sur du sucre, qui est vraiment la chose la plus transportable et la plus durable. Et en plus, c'est parfaitement raccord avec l'idée de monnaie, parce qu'on pourra mettre ce sucre avec les huiles essentielles dans un sachet et pouvoir les changer. Alors je vais vous citer les 25 huiles essentielles qui pourraient servir le plus souvent. On a l'arbre à thé, basilic, camomille romaine, cannelle de Ceylan, citron, cyprès, encens au Liban, eucalyptus citronné, eucalyptus globuleux, gaulterie, géranium, girofle, gingembre, hélicris de Corse, lavande officinale, laurier noble, menthe poivrée, origan compact, petit grain bigaradier, pin sylvestre, Ravinsara, romarin 1,8, sauge sclarée, thym à fleurs de sarriette et le thym à thymol. Voilà, je vous laisse vous renseigner sur internet pour savoir quelle est l'huile essentielle qui convient à chaque mot. Alors, il y a une autre chose qu'il faut qu'on aborde, c'est les graines. Face à la crise, achetez des graines. Elles sont porteuses d'une très grande valeur dans le cas d'une crise qui serait durable. Parce que c'est l'assurance pour vous de manger. À moyen terme, avoir des graines à échanger contre de la nourriture, par exemple, avec un cultivateur, ça pourra vous sauver la vie. Et sur le long terme, c'est avoir un terrain qui vous sauvera la vie. Ça, on y reviendra plus tard.
Mais dans le cas d'une situation de crise qui dure, les magasins ils seront vides, y compris de graines. Et avec la pénurie alimentaire, tout le monde aura compris la valeur des graines. Tout le monde en cherchera. D'ailleurs, il faut regarder ce que font les gros, les multinationales. Regardez comment l'ex-Monsanto, donc qui appartient maintenant à Bayer, a cherché à mettre la main sur le marché mondial des graines. Ils sont pas fous. Ils ont essayé d'inonder le marché en Europe et dans le monde entier avec leurs graines hybrides F1 qui permettent juste d'avoir une récolte la première année et ensuite, il faut en racheter pour pouvoir à nouveau avoir des fruits et des légumes, quoi. Donc ils savent bien que ça sera quelque chose de précieux et de rare dont ils veulent tirer un grand monopole en cas de crise. Et par ailleurs, on peut se demander aussi pourquoi on a, vous savez, cette espèce de bunker d'arche de Noé là, sur une île au large de la Finlande, qui est co-géré, je crois, par l'association Bill et Melinda Gates Foundation, très opaque par son fonctionnement, qui a des actifs, on le rappelle, dans Monsanto, dans McDonald's, etc. Donc, à votre avis, pourquoi certains très riches, comme ça, conservent toutes les graines d'origine dans une île au large de la Finlande? C'est quand même incroyable. Et puis, quel droit ont-ils de faire ça pour l'humanité? Alors, on peut se dire que c'est parce qu'ils savent que non seulement ils font de grosses saloperies en modifiant la génétique des graines et en les rendant hybrides pour qu'on puisse uniquement passer par eux pour acheter des graines et pour avoir le monopole des graines. Et ils savent très bien qu'en modifiant la génétique de la plupart des graines, dans quelques décennies, on aura des graines qui n'existeront plus. Donc eux les sauvegardent, et puis peut-être qu'ils les sauvegardent aussi pour pouvoir se nourrir en cas de crise. Donc ils savent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare quelque part. Ils savent bien qu'en cas de crise, il est très probable qu'un marché parallèle de graines se développe. Et eux, ils seront prêts. Eux, ils auront leur arche de Noé là, avec toutes les graines d'origine. Donc, bref, la graine peut être une monnaie unique et exceptionnelle, parce qu'elle a 3 fonctions. Elle a une capacité d'échange, de reproduction et de production alimentaire. Et je rajouterais en plus que, voilà, ce qu'il faut, c'est résister face aux géants de l'agroalimentaire, comme je vous ai dit, qui tentent d'imposer les graines hybrides, les fameux F1, qui ont de beaux résultats la première année, mais qui dégénèrent ensuite. Or, la plupart des graines que vous trouverez en supermarché, elles sont souvent F1. Ce qu'il faut, c'est acheter les meilleures graines pour la reproduction, c'est celles qu'on échange entre jardiniers, ou celles qu'on trouve chez les semenciers engagés, comme Cocopelli, Germinance, Biogerme, la ferme Sainte-Marthe. C'est ça qu'il faudrait acheter. Je vous mettrai les liens de leur site web dans la description. Et vous pouvez aussi, si vous avez un terrain, vous mettre à récolter vos propres graines et à les reproduire vous-même. Ça, c'est encore le mieux. Alors maintenant, on va passer à une autre monnaie de secours en cas de crise. Ce seraient les anciens billets. Effectivement, si la crise s'installe, vous aurez très rapidement besoin d'autres moyens de paiement, d'une monnaie de secours en quelque sorte. Il y a les anciens billets en francs et les pièces de bitcoin. Pas les pièces que ça vaut 7000 €, non, c'est pas ça dont je vous parle. Alors, vous allez me dire, non mais les anciens billets en francs, mais ça va pas la tête. Il suffirait que les gens d'un village se mettent d'accord sur n'importe quel billet pour que ça marche. Un billet, par exemple, dans lequel les gens ont vraiment confiance. Je sais pas, moi, l'ancien billet de 500 francs Pasteur, le dernier, ou sinon le 500 francs Pascal, par exemple. Les gens s'en souviennent bien, majoritairement. En fait, l'idée, ce serait de remettre la main sur des anciens billets qui pourraient servir comme monnaie d'échange ou de service à l'échelle d'un village ou d'un quartier. Parce que ces billets restent des symboles forts de valeur. Alors, vous me direz, oui, mais juridiquement, il peut y avoir un problème, etc. Est-ce que l'État nous autoriserait à faire ça? Déjà, l'État, il aurait d'autres chats à fouetter en cas de crise. Et sachez qu'on a le droit d'avoir un objet de collection et de le donner à quelqu'un contre un service. Juridiquement, il n'y a aucun problème avec ça. Et rappelons que ce serait une monnaie de secours pour des moments de transition. On peut rappeler que lors de la crise des années 30, de nombreuses communes en France avaient émis des billets ou des pièces rattachées à leur territoire pour contourner l'absence de monnaie, justement. Alors vous allez me dire, mais plus personne n'en a aujourd'hui. Où est-ce que vous allez les trouver, ces billets? Il y a les collectionneurs numismatiques, sur internet, sur certaines brocantes, sur certaines ventes parfois spécialisées en numismatique. Et ce sur quoi il faudrait vous concentrer, ce qui nous occupe, nous, c'est pas l'année du billet, ou ni s'il est abîmé ou un peu plié, etc. Pour nous, ce serait l'inverse. L'objectif, ce serait d'avoir un bon rapport entre la valeur faciale et le prix d'achat. Par exemple, le 200 francs Gustave Eiffel, il n'est pas disponible en très grande quantité, mais son coût moyen, qui est de 15 €, il est intéressant par rapport à sa valeur faciale, qui est de 200 francs. Dans le cas où on reviendrait à des anciens symboles dont on se souvient tous. Mais par contre, ce qui n'est pas un bon rapport qualité-prix, c'est le 20 francs de Debussy, parce que vous l'achèterez à 10 € et il est cher par rapport à sa valeur faciale qui est de 20 francs.
Je pense qu'il faut bien comprendre ce ratio entre valeur faciale et prix d'achat qui est très important en cas de crise. Alors on parlait de pièces Bitcoin comme monnaie de secours. Alors on voyait que bon, les crypto-monnaies, c'est vraiment pas l'idéal. Il y a eu des piratages, le système n'est pas forcément sûr, et puis c'est des monnaies qui ont des cours hautement spéculatifs. Mais l'objet de la pièce Bitcoin, le Bitcoin dispose d'une grande valeur médiatique, la plupart des gens en ont entendu parler. Si vous tendez une pièce de Bitcoin à quelqu'un en lui disant c'est un Bitcoin, ça sera reconnu par la plupart des gens. Or, si en cas de crise le réseau électrique connaît des perturbations ou des attaques de pirates, cette pièce aura le mérite d'exister physiquement. Et en plus, c'est une belle pièce. Je vous mets des photos en visuel là. Le mieux, c'est ces pièces-là, parce qu'il y a d'autres variantes qui sont moins réalisées et grossières. Donc, il y a ces pièces en simili-argent ou en simili-cuivre. Le meilleur prix trouvé sur Internet, c'est 1,99€ en doré, fine copper, simili-argent et plaqué cuivre. Donc ça, c'est sur Amazon que vous pouvez trouver ça. Ça vient de Chine, ça met quelques semaines à être livré. Mais ça peut être pas mal aussi, en tant que symbole, pas en tant que... Voilà, c'est vraiment... les pièces Bitcoin qui vont coûter 2€ pièce, et c'est un symbole qui est reconnu par tous. Même si sur les marchés ça s'est un peu cassé la gueule, mais ça reste toujours une valeur forte quand même. On a aussi comme alternative l'argent métal ou les lingots. Alors vous avez les lingots d'or, les lingots de cuivre, les lingots de palladium, les lingots d'argent. Ce qui est très pratique en cas de crise, c'est les tablettes, vous savez, d'argent de 100 unités d'1 gramme d'argent métal, qui vous permettent en fait de détacher des toutes petites pièces d'argent pour pouvoir payer quelqu'un. Donc ça coûte environ une centaine d'euros pour l'argent. Alors, pour anticiper la crise, on parlait tout à l'heure des selles. Et mon conseil, ce serait de vous connecter à un sel près de chez vous. Il y a une carte de France, il y en a vraiment partout, un peu partout. Les sels, ce sont des systèmes d'échange locaux. Vous échangez des services avec des autres personnes, et en fait, vous collectez des sels sur une carte qui sont à une unité d'échange. Et ça vous permet en fait d'échanger des services ou de faire du troc. C'est sûr que vous aurez une longueur d'avance si vous êtes connecté, rapproché de ces gens-là le plus tôt possible. En cas de crise, vous aurez sûrement une longueur d'avance sur les gens qui ne se sont pas préparés. Avant la crise, il faut aussi sécuriser votre argent qui est toujours en euros là, avec de l'immobilier, comme on disait. Alors déjà, il faut savoir qu'actuellement, la France connaît actuellement la plus grande bulle immobilière de son histoire. La valorisation actuelle de l'immobilier constitue bien une bulle dans la mesure où il n'y a rien qui la justifie, ni la tendance longue des prix, ni l'inflation, ni l'évolution des revenus. Donc, en tenant compte de ça, le risque majeur, c'est que l'immobilier pourrait baisser d'au moins 30 ans dans les 5 à 10 ans à venir. C'est Jean-Luc Buchalet et Christophe Pratt, dans un ouvrage de 2015, aux éditions Erol, qui nous disaient ça. Par ailleurs, il y a beaucoup d'experts qui considèrent que les prix du marché sont bien trop élevés, et que les prix pourraient baisser entre 30 et 38% dans les années à venir. Alors, ça devient évident que les prix sont élevés, mais surtout en ville. Probablement des prix surévalués, nettement, mais on s'en rend même plus vraiment compte, parce qu'on y est habitué. Parce qu'en fait, il y a eu les programmes de défiscalisation, tout ça qui ont créé des prix artificiels, les taux très bas qui font que beaucoup de gens vont acheter, etc. Donc ça continue paradoxalement à entretenir une offre et une demande, mais ça reste artificiel tout ça. On sent bien qu'on est dans une bulle, surtout si on parle des villes, mais surtout de Paris. Faut surtout pas acheter à Paris, mais même les vrais banquiers le savent, les initiés dans l'immobilier, ils savent très bien. Acheter à Paris, c'est de la folie, parce que c'est comme si vous achetiez en bourse une action au plus haut, au plus fort. Vous imaginez, mais s'il y a une crise vraiment majeure, et les prix pourraient dégringoler de 20, 30, 40%, et le truc que vous avez acheté à 500 000 euros, il pourrait en valoir plus que 300 000, enfin, vous auriez même plus de quoi rembourser les mensualités, alors que voilà, on va voir que en province, vous pouvez avoir des propriétés foncières bâties à moins de 80 000 euros, habitables. Voilà, je vous montre quelques exemples. Parce que demain, si le système fait faillite, vous n'aurez plus rien sur vos comptes. Si l'État décide de renflouer les banques, il y aura une spoliation de vos comptes. Alors autant investir cet argent avant de le perdre. En province, vous pouvez avoir une maison clé en main pour 40, 50, 60, 80 000 euros. Vous pouvez aussi acheter un petit lot de terre agricole ou un petit lot forestier. L'avantage financier, il est immense. Pourquoi ? Parce que c'est moins de 1 euro le mètre carré. Or, ces terrains, ils ont la capacité de produire de la nourriture, des ressources en bois de chauffage. On va y revenir. Vous pouvez très bien acheter une résidence secondaire avec un petit habitat en dur ou un terrain d'agrément avec une caravane, un petit bois à côté, et pourquoi pas un ruisseau ou un étang.
Là, je vous montre par exemple des annonces de terrains de loisirs entre 3 000 et 23 000 euros. Alors, il faut savoir que vous pouvez séjourner quelques nuits sur un terrain qui vous appartient, même s'il est non constructible. Si l'accès le permet, vous pouvez y poser une caravane, mais au-delà de 3 mois, vous devez obtenir l'autorisation du maire pour rester davantage éventuellement. Donc, pour sécuriser votre argent, vous pouvez placer une part dans des petits bois ou de la forêt. Ici, je vous montre quelques annonces. Par exemple, vous pouvez, pour 16 000 euros, vous pouvez avoir 45 000 m² de terrain. Voilà, alors maintenant, on va faire une autre petite aparté. Maintenant qu'on a vu les solutions qui s'offraient à vous pour faire face à la crise concrètement, on va se poser la question de est-ce que l'argent liquide pourrait être restreint ou même interdit, ou est-ce qu'on pourrait le faire disparaître? Oui, les banquiers s'intéressent de très près au sujet, et l'État aussi. Il y a déjà une feuille de route. Regardez par exemple, votre droit à payer en liquide, il a déjà été amputé. Vous aviez le droit de payer jusqu'à 3 000 euros avant, et maintenant c'est seulement 1 000 euros. Et maintenant que le seuil de base a été divisé par 3 et que la population n'a rien dit, il est probable que l'État va continuer. Un jour, ça sera réduit à 500 euros, 300 euros. Alors, il y aura toujours des prétextes, c'est-à-dire que c'est pour lutter contre le financement du terrorisme, contre le blanchiment d'argent, blablabla, blablabla. Mais la vraie raison, elle est ailleurs. C'est quoi la vraie raison? C'est d'empêcher les gens de sortir leur argent des banques. Parce qu'en situation de crise, l'État pourrait devoir prendre des mesures impopulaires. Lever des nouveaux impôts, bloquer les comptes, ponctionner certaines sommes sur nos économies, lever un emprunt forcé. Et face à ça, si les gens ont le pouvoir de retirer leur argent, ils vont le faire. Et il faut vraiment vous inquiéter dès maintenant, d'ailleurs qu'il y ait une crise ou qu'il n'y en ait pas, enfin ce qui est très peu probable, il faut se battre pour toujours utiliser et faire circuler notre argent liquide. Parce que sinon, si on continue comme ça, sans liquide, l'argent ne circulera plus que de banque à banque. Quand vous ferez un achat, l'argent va déjà de votre banque à celle du commerçant. Tout est en circuit fermé. Et ce sera traçable, contrôlable. Parce que l'argent liquide, c'est la liberté. Vous pouvez acheter ce que vous voulez sans que personne n'ait à y redire, ni maintenant, ni plus tard. Alors que si tous vos achats passent par l'informatique des banques, vous voyez ce que je veux dire. Tout achat, il sera enregistré sur des serveurs pendant des années. Et c'est ce que demandent les multinationales, du big data. Et ça, c'est le contrôle total et ajustable des populations. Mais tout ça se fait insidieusement, progressivement. D'un côté, avec les nouveaux moyens de paiement électronique, notamment par smartphone, et de l'autre, l'argent liquide qui serait restreint, limité ou interdit. Et ça peut aller très vite, il suffit de lancer une mode ou d'autoriser un paiement qu'avec un certain type de moyens, et les gens seront obligés de s'y mettre. Donc il faut résister à ces modes, vous savez, ce côté pratique. Et c'est pas de la parano, le fisc a déjà réussi à quasiment imposer la déclaration par internet. Et aussi le prélèvement automatique en 2019. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous avez les moyens, vous n'avez pas les moyens, la première chose qu'on vous prélève, c'est les impôts, quoi. Comme un ATD, quoi. Si vous avez quelque chose à dire, il faut d'abord payer et ensuite vous négociez éventuellement. Donc c'est pas de la parano. Et en Suède, regardez, l'argent est déjà dématérialisé à plus de 80%. Une appli nationale, Swish, permet à tout le monde de tout payer, même un chewing-gum, avec son portable. Alors, voilà, ils vont dire que c'est pratique. Mais ça veut dire que l'État, les banques, les entreprises privées du big data pourront consulter un fichier où ils sauront tout ce que vous avez acheté à partir de maintenant et pour le restant de votre vie, tout. Et que vous devrez payer de la TVA sur tout, absolument tout. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué de sortir du liquide et de payer en liquide, quoi, des choses. C'est votre liberté qui est en jeu, là. Donc voilà, une fois que j'ai fait cette petite aparté sur le danger aussi de la suppression de l'argent liquide par nos gouvernements, voilà, il faut vraiment être vigilant et pas les laisser faire. Et on a vu aussi les solutions qui vous permettaient de faire face à une crise très probable. Est-ce que ça sera dans quelques mois, en 2020? Bref, ça va arriver, c'est sûr. Déjà parce que les crises sont cycliques et ça va forcément arriver à un moment ou à un autre. Aussi parce que l'ampleur de la crise, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, elle sera telle que personne ne pourra rien faire. C'est garanti. Donc, pour résumer, comment vous préparer? Principalement en diversifiant vos moyens d'échange et de paiement, en ayant des valeurs précieuses ou alternatives. C'est ça qui fera que vous pourrez plus facilement acheter ce qui sera devenu précieux, c'est-à-dire la nourriture. Et deuxièmement, peut-être avoir un petit lopin de terre, vous-même ou avec d'autres personnes, en SCI par exemple, qui pourrait être organisé le moment venu pour devenir productif. Alors ça pourrait être des terrains agricoles, des bois pour produire du bois, ou pour pouvoir y habiter vous-même, ou faire votre propre potager, ou faire d'immenses potagers pour échanger vos légumes avec d'autres personnes quand il y aura la crise, ou
Voilà, je pense que vous avez compris. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo, la regarder plusieurs fois pour les diverses solutions qui s'offrent à vous. Et voilà, j'espère avoir répondu à la question de tant de personnes qui effectivement me demandaient quelles sont les solutions pour faire face à la crise. Non, la plupart des gens comprennent qu'elle est en train d'arriver, sauf les aveugles. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ces gens qui souhaitaient avoir des solutions face à ce problème imminent.